Dans la nuit de Noël, la révélation des frappes américaines au nord du Nigeria a frappé comme une détonation. En quelques heures, l'équilibre régional s'est déplacé, révélant une stratégie où contenir la Russie et la Chine devient aussi central que la lutte antiterroriste. Que signifie ce basculement pour ceux qui suivent l'avertissement d'Ibrahim Traoré et se demandent si 2026 ouvre un cycle plus large? Une ombre longue commence déjà à s'étirer. Ce récit promet une lecture froide mais utile de la séquence ouverte le 26 décembre, en s'en tenant strictement aux éléments du transcript. L'intérêt pour le public est simple en 12 mots. Comprendre comment une frappe locale devient un signal régional durable. L'enjeu dépasse la sécurité immédiate, car l'opération s'inscrit dans une rivalité de puissance où chaque déplacement militant peut déclencher une réponse en chaîne. Dans cette logique, l'avertissement d'Ibrahim Traoré sert de repère narratif. Il ne décrit pas seulement un risque abstrait, il pointe une dynamique où les pressions extérieures se superposent aux fragilités internes. L'objectif est donc de reconstruire étape par étape ce que la source laisse entrevoir, un point d'appui maritime dans le golfe de Guinée, une cible inhabituelle au nord du Nigeria et un calcul politique qui regarde déjà vers 2027. Une question reste suspendue et guidera la suite. S'agit-il d'un acte unique ou du premier test d'un dispositif appelé à se répéter? Le 26 décembre, des frappes américaines ont ciblé des positions attribuées aux JNIM dans le nord du Nigeria, notamment Sokoto et Kwara. Ce choix, inhabituel par rapport aux bastions connus du nord-est, signale qu'il ne s'agissait pas seulement d'une réponse sécuritaire ponctuelle. Le détail décisif glissé dans le récit source est la présence d'un navire américain dans le golfe de Guinée capable d'atteindre plusieurs États en quelques minutes. Cette plateforme maritime ne relève pas d'un simple appui logistique. Elle ressemble à un pivot opérationnel conçu pour remplacer une profondeur stratégique perdue ailleurs. La source relie ce basculement à une contrainte claire. Depuis l'éviction de la base d'Agadez au Niger en 2023, Washington cherchait un nouveau point d'ancrage régional. Abuja, selon le transcript, aurait offert l'espace que les États-Unis ne trouvaient plus dans le Sahel. Dans cette configuration, les déclarations d'Ibrahim Traoré prennent une portée particulière. Au sommet de l'AES évoqué dans la source, il affirmait que l'Afrique de l'Ouest pouvait entrer dans une phase de conflit multiple à l'approche de 2026. La séquence nigériane semble illustrer ce schéma parce qu'elle combine trois tendances décrites comme simultanées. Le déplacement de combattants chassés du Mali, du Niger et du Burkina Faso par les forces de l'AES, l'arrivée d'un acteur militaire occidental en zone côtière, et la volonté affichée de contenir l'influence de la Russie et de la Chine. Le récit insiste sur un point. Les zones de Sokoto et de Kwara n'étaient pas historiquement associées à ce type de dynamique sahélienne. Leur apparition soudaine agit donc comme un baromètre non seulement militaire, mais social et politique. Les populations locales, franchement selon la source, perçoivent moins la menace d'un groupe précis que le glissement d'un conflit, d'un espace sahélien vers un Nigeria plus vaste et plus connecté. Pour suivre cette séquence, sans la diluer, la source propose un fil conducteur concret. Les régions de Sokoto et de Kwara, devenues malgré elles un indicateur précoce. Elles ne sont pas décrites comme des bastions historiques, et c'est précisément cette rupture qui rend l'épisode lisible. Quand un territoire ordinaire entre soudain dans un récit opérationnel international, ce n'est pas seulement la carte militaire qui change, mais la perception de sécurité au quotidien. D'abord, on observe un premier tableau implicite. Les communautés locales découvrent qu'un conflit supposé sahélien peut désormais franchir les frontières plus vite et sans prévenir. La source souligne un décalage brutal. Des zones habituées à une économie intérieure et à des circulations locales se retrouvent associées à des logiques de frappe et de riposte. L'effet immédiat n'est pas une statistique, mais une exposition nouvelle. Chaque rumeur de cible, chaque mouvement de force transforme l'anticipation des habitants. Ensuite, un second tableau apparaît. L'autorité locale doit gérer simultanément l'incertitude militaire et la dimension politique du partenariat. La coopération avec Washington
présentée comme déjà consolidée, crée une marge d'action pour l'État. Mais elle élargit aussi l'espace des attentes et des soupçons. C'est ici que l'avertissement d'Ibrahim Traoré résonne autrement. Il ne parle plus d'un risque lointain, mais d'une tension qui s'invite dans des lieux non préparés. Autrement dit, la frontière ne protège plus, elle expose. Avant le 26 décembre, le nord du Nigeria était perçu dans le récit dominant comme un espace traversé par des menaces connues, mais distinct des dynamiques sahéliennes que l'on associait surtout au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Après le 26 décembre, la source décrit une scène différente. Une frappe américaine, validée à Washington et acceptée par Abuja, devient le déclencheur d'un réalignement stratégique où la géographie du conflit se déplace et où l'outil militaire occidental se réinstalle par la mer. L'activation commence dans la nuit de Noël. Les premières informations sur les frappes circulent et un détail jusque-là sous-estimé remonte à la surface. Le navire américain positionné dans le golfe de Guinée. Dans le récit source, ce navire cesse d'être un symbole et devient un instrument. Il donne une capacité projectable qui peut atteindre plusieurs pays sans repositionnement majeur, et cette seule possibilité change le langage de la dissuasion. La frappe n'est donc pas racontée comme une réaction isolée, mais comme une preuve de fonctionnement, un test grandeur nature du dispositif maritime. Le deuxième mouvement est celui de la cible. Selon la source, l'opération du 26 décembre vise des lieux comme Sokoto et Kwara, et non les bastions habituels du nord-est associés à Boko Haram. Ce choix est présenté comme un signal. La frappe cible un groupe décrit comme déplacé depuis le Sahel, chassé des zones du Mali, du Niger et du Burkina Faso par les forces de l'AES. La trajectoire de ce groupe éclaire la mécanique. Quand un acteur est repoussé d'un espace, il cherche une zone de refuge et cette recherche crée une nouvelle carte. La priorité implicite, selon le transcript, est d'empêcher l'enracinement dans les États qui peuvent servir de passerelle vers le littoral et de contenir ces mouvements dans un corridor où les puissances occidentales estiment pouvoir mieux surveiller. Le troisième mouvement est l'arrière-plan géopolitique. Le récit insiste sur une logique où la rivalité avec la Chine et la Russie oriente les décisions américaines en Afrique. La lutte antiterroriste reste la façade, mais la structure profonde, telle qu'elle est décrite, vise à limiter l'espace dans lequel des partenariats russes et chinois peuvent donc se consolider, surtout là où l'influence est jugée la plus forte autour du bloc sahélien. Dans ce cadre, les avertissements d'Ibrahim Traoré reviennent comme une clé de lecture. Au sommet de l'AES évoqué dans la source, il parlait d'un horizon de conflits multiples à l'approche de 2026, et la séquence nigériane semble s'inscrire précisément dans cette anticipation. La montée au climax se joue quand ces éléments se connectent. La date du 26 décembre devient un repère, elle marque, selon plusieurs observateurs régionaux, cités indirectement, le moment où les États-Unis testent réellement leur nouveau point d'appui. La frappe démontre que la plateforme du golfe de Guinée peut atteindre l'intérieur du Nigeria, et donc potentiellement d'autres États côtiers. À partir de là, la question cesse d'être « pourquoi frapper ?» et devient « jusqu'où ce dispositif peut-il se répéter ?» Les répliques apparaissent immédiatement après. La source décrit une dynamique où si les combattants tentent de fuir vers le Bénin, le Cameroun ou même de revenir vers le cœur de l'AES, la logique présentée laisserait entendre que les frappes pourraient en suivre. Cette perspective transforme chaque déplacement militant en déclencheur potentiel. En parallèle, le transcript introduit un calcul politique nigérian. L'élection prévue en 2027 crée un intérêt à afficher des résultats sécuritaires et une coopération stratégique visible, ce qui donne à l'opération une valeur institutionnelle autant que militaire. Ainsi, une ligne de force se dégage. Une frappe, un navire, une cible inhabituelle et un horizon politique. Et au milieu de cette chaîne, Ibrahim Traoré sert de repère non comme un slogan, mais comme le rappel que l'escalade n'est pas forcément l'exception, elle peut devenir la nouvelle routine régionale. Avant le 26 décembre, Washington était privé d'un pivot sahélien crédible. Après le 26 décembre, la source décrit une capacité maritime active qui restaure un rayon d'action régional.
Le premier repère chiffré est celui que le transcript place au centre de la séquence. 26 décembre. Cette date marque le basculement d'une hypothèse vers une preuve opérationnelle. En clair, elle transforme un signal en démonstration, visible et immédiate. Dans la logique du récit, ce chiffre ne vaut pas seulement pour l'événement lui-même. Il sert de point zéro à partir duquel la région doit recalculer sa lecture du risque. La frappe est présentée comme ciblée, mais son effet quantifiable est ailleurs. Elle confirme qu'un dispositif occidental peut agir rapidement à l'intérieur des terres depuis le golfe de Guinée. La source insiste, ce déplacement du centre de gravité n'est pas un détail technique. Il change la vitesse de réaction possible, et donc la manière dont les acteurs locaux anticipent les prochains mouvements des groupes militants. Le deuxième repère chiffré, rappelé explicitement, est 2023, année où les forces américaines ont été expulsées de la base d'Agadez au Niger. Ce point est construit comme un déficit stratégique qu'il fallait combler. Autrement dit, il résume la perte d'un pivot, puis la quête d'un remplacement. À partir de là, la source propose une lecture quasi mécanique. Perdre une base terrestre réduit la profondeur, donc l'option maritime devient attractive parce qu'elle offre mobilité et discrétion, tout en évitant les contraintes politiques d'une implantation au Sahel. Le navire dans le golfe de Guinée apparaît ainsi comme une réponse à une contrainte apparue depuis 2023. Et c'est ici que l'encadrement un avant et un après devient lisible. La baseline, c'était l'absence d'ancrage sahélien. Le delta, c'est une plateforme qui, une fois validée, peut être réactivée sans nouvelle négociation territoriale de grande ampleur. Le transcript n'aligne pas une série de statistiques, mais il donne 3 indicateurs suffisamment structurants pour produire une lecture quantitative prudente. La première mesure, implicite, est la reconfiguration du théâtre. Les zones de Sokoto et de Kwara entrent dans la narration opérationnelle, ce qui élargit le périmètre de l'incertitude. La seconde mesure est la répétabilité potentielle. Si un groupe déplacé tente de se redéployer vers des États côtiers, le récit suggère que la capacité de frappe pourrait suivre. La troisième mesure est politique. La coopération devient elle-même un actif institutionnel. C'est là que le troisième repère chiffré intervient. 2027, l'élection nigériane mentionnée comme horizon dans la source. Ce calendrier est présenté comme une incitation interne à valoriser des résultats sécuritaires visibles. En clair, il crée une fenêtre politique, où l'action devient un argument. Le raisonnement du transcript est simple. Une opération conjointe permet à l'État de montrer de la fermeté sans porter seul le coup militaire. Cela modifie la manière dont l'appareil étatique peut gérer son récit de souveraineté. Ce n'est pas seulement agir, c'est agir avec un partenaire et transformer cette coopération en preuve de capacité. Dans le même mouvement, les entreprises et les acteurs économiques, décrits comme sensibles à la perception du risque, réagissent à l'élargissement du front potentiel, hausse anticipée des coûts logistiques, prudence envers l'investissement, réduction de mobilité. Enfin, l'ensemble renvoie à un point que la source associe aux avertissements d'Ibrahim Traoré. Lorsque les pressions extérieures se resserrent autour du bloc sahélien, les dynamiques internes ne se stabilisent pas, elles se déplacent. Les 3 chiffres ne sont donc pas des décorations. Ils forment une ligne. 2023 explique la contrainte, 26 décembre prouve la solution, 2027 éclaire l'incitation. Et c'est cette combinaison qui rend la séquence plus lourde qu'une simple frappe. 2 positions opposées s'imposent lorsqu'on interprète les frappes américaines du 26 décembre au nord du Nigeria, et il faut les traiter avec rigueur avant de trancher. D'un côté, certains observateurs défendent l'idée que Washington n'aurait fait que neutraliser un groupe militant dangereux et que toute action réduisant sa capacité opérationnelle serait bénéfique quel que soit le lieu. Dans cette lecture, frapper Sokoto et Kwara répond à une urgence. Empêcher une implantation rapide dans des zones qui n'étaient pas historiquement des bastions et protéger indirectement les États voisins d'un débordement. L'argument insiste aussi sur la logique d'efficacité. Un navire positionné dans le golfe de Guinée permet une réaction rapide, donc une limitation des dégâts, donc une stabilisation potentielle. De l'autre côté, une lecture plus souverainiste soutient qu'une intervention américaine crée un précédent risqué.
Autoriser des frappes répétées pourrait affaiblir la souveraineté collective en Afrique de l'Ouest, accroître la dépendance sécuritaire du Nigeria et installer durablement un corridor opérationnel occidental. Dans cette optique, le problème n'est pas la cible en elle-même, mais l'architecture. Une fois la capacité prouvée, elle devient un levier régional susceptible de se reproduire à chaque déplacement militant, transformant la région en théâtre de compétition entre puissances. Si l'on reste fidèle aux éléments de la source, les deux positions captent chacune une partie du réel, mais manquent l'axe central. La frappe est décrite comme un test du nouveau dispositif américain dans le golfe de Guinée et non comme une simple réaction. Le choix de viser un groupe déplacé depuis le Mali, le Niger et le Burkina Faso plutôt que les bastions habituels renforce l'idée d'une stratégie de confinement géographique. La contrainte de fond, rappelée par 2023, explique pourquoi ce dispositif apparaît maintenant. Washington cherche un point d'ancrage depuis la perte d'Agadez. Enfin, l'horizon politique de 2027 éclaire pourquoi Abuja peut y trouver un gain institutionnel. Ainsi, le débat n'oppose pas seulement sécurité et souveraineté. Il oppose un acte ponctuel à une capacité répétable. Et c'est précisément ce que redoutent des dirigeants comme Ibrahim Traoré lorsqu'ils évoquent une montée des tensions vers 2026. Le centre de gravité a changé. La source place le pivot narratif au moment où l'on comprend que les frappes du 26 décembre ne sont pas seulement une opération ponctuelle, mais la démonstration calculée d'un nouveau dispositif américain dans le golfe de Guinée. Ce détail, inséré au milieu du récit, renverse la lecture stratégique. L'enjeu n'est plus seulement de frapper un groupe, mais de prouver qu'une plateforme maritime peut atteindre l'intérieur des terres et, potentiellement, plusieurs États sans dépendre d'une base terrestre. L'histoire cesse alors d'être nigériane, elle devient régionale. Cette révélation modifie aussi le sens des avertissements d'Ibrahim Traoré. Dans la logique du transcript, ce qu'il craignait n'était pas uniquement l'élargissement d'un conflit, mais la création d'une mécanique où chaque déplacement militant devient une justification pour une réponse extérieure. Une fois la capacité prouvée, elle cesse d'être une option et devient un levier. C'est cette répétabilité potentielle, plus que la frappe elle-même, qui redessine déjà les mois à venir. Pour l'appareil d'État nigérian, l'effet le plus concret n'est pas seulement militaire, il est institutionnel. Le transcript indique que l'opération est validée par Washington et acceptée par Abuja, ce qui révèle une coopération déjà consolidée, même si ses contours ne sont pas encore clarifiés publiquement. Cette configuration offre au gouvernement une marge de manœuvre. Il peut présenter une action forte contre un groupe militant sans assumer seul la responsabilité opérationnelle. À l'approche de l'échéance électorale de 2027 évoquée dans la source, cette preuve de partenariat devient aussi un actif politique, car elle permet d'afficher des résultats sécuritaires visibles tout en renforçant un récit de contrôle. Pour les entreprises, l'impact est plus indirect mais tout aussi structurant. La source souligne que les zones visées, Sokoto et Kwara, reposent sur des réseaux commerciaux intérieurs, et non sur des économies déjà habituées à un front militaire international. Le simple fait que ces territoires apparaissent dans une logique de frappe élargit la perception du risque au-delà des zones traditionnellement associées au terrorisme. Dans ce contexte, les acteurs économiques anticipent naturellement une baisse de mobilité, une hausse des coûts logistiques et une prudence accrue envers l'investissement, car l'incertitude devient une donnée permanente plutôt qu'un épisode ponctuel. Pour les populations locales, la conséquence la plus visible réside dans le choc de statut. Le transcript insiste. Sokoto et Kwara n'étaient pas historiquement perçus comme des zones de repli pour des groupes militants venus du Sahel, et leur désignation soudaine crée un sentiment d'exposition. Ce n'est pas uniquement la peur d'un groupe précis, mais la crainte d'un glissement du conflit, d'un espace sahélien vers des régions plus vastes et plus connectées. Chaque frappe rappelle alors que la frontière ne fixe plus le danger. Elle peut devenir le point de passage d'une dynamique qui s'étend silencieusement. À l'échelle régionale, l'effet est le plus lourd, parce qu'il combine capacité et répétabilité. La présence américaine dans le golfe de Guinée
confirmée par les frappes du 26 décembre, installe selon la source un nouveau corridor opérationnel occidental susceptible de servir à d'autres interventions si les combattants se déplacent vers des États côtiers comme le Bénin ou le Cameroun. Cette perspective crée une logique de réaction en chaîne. Chaque mouvement militant peut devenir un prétexte à action extérieure, ce qui accroît l'incertitude pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. C'est précisément ce que redoutaient des dirigeants sahéliens, parmi lesquels Ibrahim Traoré, lorsqu'il mettait en garde contre une montée des tensions alimentées par la compétition entre grandes puissances. Dans ce cadre, la frappe devient moins un événement qu'un signal. Elle annonce une phase où les équilibres se déplacent vite et où la stabilité dépend autant des décisions prises loin du terrain que des dynamiques locales. Lorsqu'on projette les éléments du transcript sur les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires distinctes émergent, non comme des prédictions, mais comme des chemins logiques conditionnés par les mêmes variables. La mobilité des combattants déplacés, la répétabilité de la capacité maritime américaine et le calcul politique nigérian. Dans un premier cas, la dynamique reste une continuité contrôlée. Les États-Unis continuent d'utiliser le navire positionné dans le golfe de Guinée pour mener des frappes ciblées, principalement lorsque le groupe déplacé depuis le Sahel tente de s'enraciner davantage dans le nord du Nigeria. L'action reste limitée mais régulière, avec Abuja jouant le rôle de partenaire indispensable et de filtre politique. Le risque ne disparaît pas, il se normalise. L'intervention devient une routine de gestion, tandis que les régions concernées s'habituent à vivre sous un horizon d'incertitude périodique. Dans un second cas, le tableau se veut plus favorable. Le groupe visé est repoussé sans réussir à ouvrir de nouvelles zones de refuge, notamment vers les couloirs côtiers. La coopération entre Washington et Abuja stabilise alors les États du Nord, réduisant la pression sur Sokoto et Kwara. La présence américaine reste surtout dissuasive, elle sert davantage à empêcher les retours qu'à frapper fréquemment. La dynamique régionale s'allège, même si la rivalité plus large avec la Russie et la Chine continue d'exister en arrière-plan sous une forme moins explosive. Dans un troisième cas, plus sombre, la logique devient celle d'un cycle d'extension. Les combattants cherchent à fuir vers le Bénin, le Cameroun ou à revenir vers le cœur du bloc sahélien. Le transcript suggère qu'une telle redistribution pourrait déclencher d'autres frappes, élargissant le théâtre de l'intervention. Chaque déplacement militant est interprété comme une justification d'action, et chaque action pousse à de nouveaux déplacements. Le danger n'est pas seulement l'escalade militaire, mais la fragmentation politique, car les États voisins doivent arbitrer entre souveraineté, coopération et crainte d'être la prochaine zone ciblée. C'est dans ce cadre que l'avertissement d'Ibrahim Traoré sur une montée des tensions vers 2026 prend une valeur structurante. Il décrit une mécanique, pas un incident. Une recommandation de méthode s'impose. Au lieu de chercher une certitude, suivre les signaux qui tranchent entre ces trajectoires, la direction des déplacements, la fréquence des frappes et la manière dont Abuja encadre publiquement la coopération. À ce stade, le récit cesse d'être une analyse lointaine et touche directement ceux qui observent la région pour des raisons différentes. Le premier groupe est celui des personnes attentives à la stabilité régionale. Pour elles, les frappes du 26 décembre montre que les lignes de front ne sont jamais fixes. Un groupe repoussé du Mali, du Niger et du Burkina Faso peut réapparaître dans des États nigérians qui n'étaient pas considérés comme des zones probables. Cette mobilité suffit à rappeler que les décisions prises par des acteurs extérieurs peuvent modifier brutalement l'équilibre local, parfois plus vite que les dispositifs de prévention. Le deuxième groupe est celui des personnes sensibles aux questions géopolitiques. La source décrit une rivalité d'influence où la présence américaine dans le golfe de Guinée sert de réponse directe à la progression de la Russie et de la Chine dans l'espace ouest-africain. Pour ce public, l'enjeu n'est pas seulement la neutralisation d'un groupe militant, mais l'installation d'une capacité répétable, capable de se réactiver à chaque déplacement. L'effet émotionnel vient de là. La région n'est plus seulement un théâtre de crises internes, elle devient un terrain d'architecture stratégique. Le troisième groupe est plus pragmatique. Étudiants, chercheurs, journalistes, professionnels qui doivent choisir où travailler, quoi étudier ou comment couvrir l'actualité.
Pour eux, le transcript offre une leçon simple. Le Nigeria n'est pas isolé et chaque séquence nationale produit des échos régionaux. 2 gestes prudents suffisent. Suivre les zones où le groupe déplacé pourrait se rediriger et surveiller les signaux institutionnels venant d'Abuja et du bloc AES. Dans ce cadre, les avertissements d'Ibrahim Traoré ne fonctionnent pas comme une prophétie, mais comme une grille de lecture. Si l'on reste strictement dans les limites des informations fournies par le transcript, une trajectoire de solution apparaît, non comme un plan idéal, mais comme une séquence d'action minimale capable de réduire le risque de répétition incontrôlée. D'abord, Abuja doit clarifier le cadre. La source indique qu'un accord de coopération existe déjà, mais qu'il n'est pas défini publiquement. L'action consiste donc à fixer des lignes rouges. Où, quand et sous quelles conditions une frappe peut être autorisée. Le critère de succès est unique et mesurable. Éviter que les frappes s'étendent hors des zones explicitement ciblées. Ensuite, les États côtiers voisins doivent coordonner l'alerte. Le transcript suggère qu'un déplacement du groupe vers le Bénin ou le Cameroun pourrait déclencher d'autres frappes. Les gouvernements concernés ont donc un intérêt commun à établir une coordination minimale de renseignements et de signalements. L'indicateur clé devient la rapidité. Réduire le délai entre la détection d'un mouvement et la réponse politique. En parallèle, le bloc AES doit renforcer la surveillance des refuges. Le récit montre que les forces de l'AES ont déjà modifié la géographie des refuges en repoussant le groupe hors du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Dans cette logique, leur tâche est de réduire le nombre de zones potentielles où un retour pourrait se produire. La mesure de progrès est simple, limiter les espaces de repli plutôt que chercher un contrôle total. Puis, un mécanisme de consultation rapide au niveau régional peut réduire les malentendus. La source décrit un environnement où chaque déplacement militant peut entraîner une réaction extérieure. Une consultation entre Abuja, les États voisins et l'AES permettrait d'éviter qu'un mouvement isolé ne produise une escalade par défaut. L'indicateur serait le temps de réaction politique plus que la capacité militaire. Enfin, stabiliser le récit public reste essentiel. Le transcript montre que l'incertitude alimente les coûts économiques et les peurs locales. Clarifier les objectifs, les limites et les critères de fin d'opération réduit la perception d'un cycle sans fin. Dans ce cadre, l'avertissement d'Ibrahim Traoré devient un rappel. Sans cadre collectif, la compétition de puissance tend à transformer chaque épisode en précédent. Lorsque l'on revient aux scènes évoquées plus tôt à Sokoto et à Kwara, une image domine, celle de communautés ordinaires soudain projetées au milieu d'un enjeu qui les dépasse. Le transcript ne décrit pas seulement une frappe, il décrit une translation silencieuse du conflit, et ce glissement se lit d'abord dans les gestes quotidiens qui se figent, dans les routes qui semblent de plus longues, dans l'idée que le danger peut venir d'une décision prise loin du terrain. Le fil conducteur reste le même. Un groupe repoussé du Sahel, un dispositif maritime activé et une région qui doit apprendre à vivre avec une vitesse nouvelle. C'est ici que les avertissements d'Ibrahim Traoré prennent leur tonalité la plus humaine. Ils ne fonctionnent plus comme une formule politique, mais comme un rappel que la pression extérieure ne reste jamais abstraite. Elle se dépose sur des lieux précis, puis change leur statut. Ce que la source fait sentir, c'est la fragilité d'un équilibre où chaque déplacement militant peut appeler une riposte, et où chaque riposte redessine les frontières psychologiques avant même de redessiner les frontières militaires. En une phrase, la stabilité se fissure plus vite que les cartes. Dans cette histoire, la dimension la plus durable n'est peut-être pas la frappe elle-même, mais le symbole qu'elle installe, la possibilité qu'un dispositif extérieur se réactive au rythme des déplacements militants. La source décrit un espace où la sécurité, la souveraineté et la compétition entre grandes puissances s'entrecroisent, et où les populations locales deviennent, malgré elles, le révélateur le plus sensible de ces recompositions. À ce niveau, l'enjeu collectif n'est pas d'adopter une posture, mais de comprendre la mécanique qui transforme un épisode en précédent. Si ce sujet mérite d'être suivi, c'est parce qu'il touche à une question simple. Comment une région peut-elle réduire le risque d'un cycle d'interventions successives,
sans nier les menaces réelles. Pour prolonger l'échange de manière utile, il suffit d'un geste, préciser quel signal vous paraît le plus déterminant dans les mois qui viennent, la fréquence des frappes, la direction des déplacements ou la manière dont Abuja encadre publiquement la coopération. Et dans cette grille de lecture, où place-t-on l'avertissement d'Ibrahim Traoré, repère analytique ou symptôme d'une bascule déjà engagée?